Frédéric, quand on a préparé cette émission, vous m'avez indiqué que effectivement Deezer, en plus d'être un diffuseur-producteur, était une marque en tant que telle et que le développement des podcasts originaux sur la plateforme aidait la définition elle-même de sa marque Deezer. Expliquez-nous un petit peu ce que vous entendez par là. Oui, je pense que quand on a lancé les podcasts il y a très longtemps, hein, là, déjà en les diffusant à partir de 2016-2017 et en commençant à en produire finalement, mais dès le départ c'était une idée d'engagement. Voilà. On allait proposer quelque chose d'autre pour se différencier dans un marché de la musique en fait. On avait proposé autre chose. Et puis rapidement on s'est rendu compte, un peu à la manière de toutes les plateformes aujourd'hui, que ce soit Canal+ ou Netflix, que la production venait enrichir une certaine idée du positionnement qu'on voulait donner à Deezer. Donc nos choix artistiques de producteurs viennent positionner un message et donner une idée, une ligne plus claire du public de Deezer, celui qu'on veut toucher, la manière dont on veut raconter la marque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui notre offre est assez familiale à l'image de Deezer. On a à la fois des podcasts dans notre production comme Gang Stories avec Joe Star ou pour les parents on va dire, et puis une offre plus en ligne avec les enfants, avec Jamie qui vient raconter des petits conseils, expliquer aux enfants les choses du quotidien. Donc voilà, on a une offre qui nous ressemble et qui ressemble à ce qu'on veut raconter de Deezer. Puisque vous nous disiez également, c'est que les podcasts originaux ont un autre rôle, c'est celui d'engager finalement l'audience pour finalement driver sur la plateforme des consommateurs et des utilisateurs qui vont utiliser tous les autres services. Tout à fait. Alors, on va dire initialement, le podcast était quelque chose, je vous disais, vraiment d'expérimental, puisque quand on l'a lancé en 2016, il y avait peu d'acteurs, c'était essentiellement drivé par la radio, le podcast natif était vraiment émergent. Et donc, effectivement, l'idée était vraiment d'aller chercher des nouvelles audiences, et ce qui s'est fait, puisqu'on est tous ici en train de parler de podcast, alors qu'en 2016, personne n'en parlait, ou en tout cas, c'était qu'aux États-Unis, et donc voilà, c'est-à-dire on a vu quelque chose qui faisait 2% de l'usage tous les ans, faire x10, x50, jusqu'à là en gros les deux dernières années on a triplé l'usage mensuel et on a fait x6 tous les jours. Donc il y a de plus en plus de gens qui viennent tous les jours utiliser les podcasts. Alors avant de revenir vers vous pour parler de vous en tant que diffuseur, je m'approche de Stéphania. Vous avez lancé Twitter, et c'est pour ça qu'on vous invite, Twitter Spaces, donc un espace finalement audio au sein de la plateforme que tout le monde connaît de microblogging comme on disait à l'époque. Pourquoi est-ce que vous vous investissez dans l'audio, pour commencer? Oui, on m'entend bien? Oui. Ça, parfait. Oui, pour nous, le lancement de Twitter Spaces, c'est vraiment le renforcement de notre stratégie et surtout des promesses qu'on a envers nos utilisateurs. Twitter, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, a vraiment ce composant conversationnel très fort. C'est vraiment à la base et au cœur de la plateforme. Donc là, avec l'audio, celle-ci a une autre dimension, acquiert une nouvelle dimension, parce qu'on a la possibilité du coup d'animer, de fédérer de manière différente nos communautés via la voix. Donc on a davantage de proximité, de liberté d'expression, d'intimité. Et puis on sait que chez Twitter, les gens viennent pour s'informer. Et donc ça aussi, c'est quand on rejoint une conversation Spaces, on va se connecter à nos propres passions, à nos intérêts, et donc du coup, même en ligne avec d'autres fonctionnalités qu'on a lancées dernièrement, Topics, et puis qu'on va encore lancer bientôt comme Communities. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce que ça fonctionne exactement pour un utilisateur lambda sur la plateforme? Alors, Twitter Spaces permet à un utilisateur d'ouvrir un espace audio, une conversation audio en live, directement par la plateforme Twitter. On peut écouter donc des intervenants parler, on peut aussi interagir, on peut également demander la parole pour interagir. C'est des conversations live qu'on peut aussi continuer à écouter, même en regardant le reste de la timeline, donc en faisant plusieurs choses.
C'est ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ces conversations sont en live. Donc, une fois que l'espace est terminé, est fermé par l'hôte, elles disparaissent. Comme vous pouvez imaginer, c'est une fonctionnalité qui est vraiment en évolution. Là, en ce moment même, on est en train de tester la possibilité d'enregistrer ces conversations live pour permettre de les réécouter par la suite. Oui, parce que vous, les plateformes, je dis vous avec Clubhouse, Facebook, vous êtes tous partis du principe que le live était bien, mais là, vous revenez tous en mode on va quand même mettre le replay. Oui, ça pourra pas. Nous, en tant que Twitter, on écoute toujours notre utilisateur. Donc, vous savez, nous, on teste des choses, on l'ouvre en certaines parties de la population, ceux qui sont plus à l'affût des innovations. Et après, effectivement, on prend leur feedback pour pouvoir améliorer les produits. Là, c'est bien évidemment Twitter, encore une fois, conversation live, mais comme on parle d'information et d'espace conversation, c'est aussi intéressant de pouvoir les écouter par la suite. C'est normal. Alors avant de revenir vers vous, Stéphania, pour parler des usages et de ce que ça peut apporter aux marques et aux éditeurs, Frédéric, en tant que diffuseur, qu'est-ce que vous apportent sur la plateforme les podcasts autres que les vôtres aussi, puisque vous en hébergez? Alors, aujourd'hui, on va dire il y a plusieurs phases. On est dans un développement exponentiel aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur... on sait que les gens qui écoutent des podcasts, c'est des gens qui restent plus longtemps, qui sont plus engagés, qui churnent moins, comme on dit dans notre métier. Donc en fait, c'est un format de contenu plus addictif, on va dire, qui fait revenir les gens. Avec nous sur un type de consommation en phase avec notre audience. Donc on est très centré autour de l'humour. On est très centré autour de la société et culture. Enfin, c'est une catégorie un peu vaste, mais on va dire sur du documentaire de société, du conversationnel. Et puis beaucoup, évidemment, comme tout le monde, d'affaires criminelles qui fait une grosse partie de l'usage. Et puis on voit depuis quelques années aussi un développement du natif. On était, on va dire, à 80%, voire 90% d'usage des podcasts de replay radio il y a peut-être 3 ans. Et aujourd'hui, on arrive à un développement qui est presque à 50-50 entre le podcast le podcast radio, le replay radio, qui finalement pour les audiences un peu plus âgées, et les jeunes qui écoutent beaucoup plus de podcasts natifs et des studios qu'on connaît, que ce soit Nouvelles Écoutes, Louis Média ou Binge. Donc ça vous permet finalement de toucher plus de monde avec différents types de contenus. Qu'est-ce que ça peut apporter pour les marques, pour la monétisation sur Deezer? Alors, écoutez, aujourd'hui, l'accord et la manière dont on collabore avec que ce soit les studios ou les radios, c'est qu'effectivement, on a plusieurs choses. La première, c'est une audience. Ouais, prenez suite, Stéphanie. Une audience évidemment accrue, puisque on a un nombre d'utilisateurs mensuels assez conséquent, ce qui fait que donc ils peuvent monétiser par la suite leur contenu. Donc c'est une vraie audience incrémentale. Et puis on propose des solutions de data pour comprendre mieux leur consommation, qui écoute quand, où. Et donc je pense que ça c'est déjà les deux points clés. Et pour parler de l'avenir, évidemment, il va y avoir des gros sujets de monétisation de notre côté pour savoir comment on accompagne les créateurs et les producteurs pour mieux monétiser leurs audiences et faire un écosystème viable pour le futur du podcast. Parce que pour l'instant, ça reste work in progress, la monétisation des podcasts je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, il y a beaucoup d'annonces récentes que ceux de part de différents acteurs dans le secteur. On est en train de regarder un peu quel modèle se dessine. On fait des tests, on fait des analyses, on regarde, on parle avec les utilisateurs, on est en train de voir quel est celui qui nous paraît le plus viable pour investir, parce que c'est beaucoup de temps de développement pour monter ces projets-là. Et quand on aura trouvé la bonne direction, effectivement, on ira là. Mais on sait bien que c'est le gros sujet des années à venir. Stéphania, qu'avez-vous observé depuis le lancement de Twitter Spaces en termes d'usage et pareil, même question, qu'est-ce que ça peut vous apporter vis-à-vis des éditeurs et des marques? Alors déjà, on est très content parce qu'on a remarqué un vrai intérêt des utilisateurs depuis les débuts du lancement de la fonctionnalité. D'ailleurs, ce qu'on a observé,
déjà quotidiennement chez Twitter, il y a des communautés qui se retrouvent, qui échangent sur des sujets, comme je disais, qui les intéressent. Il y en a certains qui sont très importants. On peut passer au divertissement, que ce soit la télé, les ciné, la musique ou encore les sports. Donc, on a vu du début des spaces se créer sur ces thématiques. Donc, typiquement, un débrief après un match ou alors des utilisateurs qui aiment bien suivre le lancement d'un film ou d'un album. On a aussi vu l'intérêt et constaté l'intérêt qui a suscité vers des publics particuliers. C'est ceux avec qui, en plus, je travaille, qui sont les éditeurs de contenu, les groupes des médias, les créateurs qui ont été pionniers dans les tests de ces formats et qui ont compris l'intérêt aussi de pouvoir animer donc leur communauté, et aussi de vivre ensemble des moments importants, culturellement importants, que ce soit justement dans les sports, dans la musique ou même dans l'actualité. Donc, pour insérer quelques-uns, par exemple, France TV Sport a réussi à réunir milliers de fans de sport pendant les spaces qui organisaient autour de Tour de France, mais aussi ceux qu'ils ont organisés autour des JO. Donc ça, c'est typiquement un exemple de comment, justement, est intéressant de pouvoir se rapprocher encore plus de son audience, de l'animer, de la faire interagir, d'écouter aussi ce qu'il y a à dire. Et ça, c'est hyper intéressant pour un éditeur de contenu, un créateur, mais aussi bien pour des marques. Et vous pouvez faire le lien, justement, avec cet outil entre l'éditeur et la marque ? L'éditeur en soi-même est déjà une marque, donc effectivement, oui. Elle a besoin effectivement de fédérer son audience et de passer des messages. Pour une marque, c'est encore plus important. Moi, ce que je conseille aux marques, c'est toujours d'avoir déjà de se concentrer sur leurs objectifs et de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à leur audience, la valeur ajoutée. Une idée pour les marques, ça pourrait par exemple être de se lier avec un créateur, avec des créateurs ou avec des éditeurs de contenu qui sont eux-mêmes déjà habitués à animer leur communauté pour rendre ces conversations encore plus enrichissantes, spontanées, pour faire vivre des conversations live et aussi pour avoir une manière différente d'incarner un message pour leurs utilisateurs. Merci beaucoup Stéphania Baldi de Twitter et Frédéric Anthem de Deezer d'être venus nous voir ce matin.